Bonjour, Monsieur de Richoufs. Bonjour Madame Paris-Julien. Ça me fait tellement plaisir de vous recevoir pour pouvoir échanger avec vous sur les entreprises familiales, compte tenu de votre large expérience, de vos nombreuses années à la fois en Europe et au Canada. Vous êtes le président de Business Families Foundation, qui est dédié aux entreprises familiales depuis au-delà de 25 ans. Alors, j'entrevois vraiment une conversation intéressante avec vous. Merci, le plaisir est partagé. Bon, parfait. Alors, je voulais vous entretenir un peu sur, compte tenu de votre vaste expérience et aussi votre expérience à la fois longitudinale, mais aussi internationale, sur comme 2 points. Mais le premier point qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez vu comme changement dans les dernières décennies auprès des entreprises familiales? Peut-être le changement majeur qui est lié à cette nouvelle génération, c'est qu'il y a eu il y a une dizaine d'années une hiérarchie dans l'entreprise familiale qui faisait que on avait la patience d'attendre son tour pour que l'entreprise, soit la direction de l'entreprise, soit la propriété de l'entreprise vous revienne. Et il y avait des règles. Les règles étaient communément acceptées par tous. Avoir un bon diplôme, faire une expérience dans une autre entreprise familiale, idéalement à l'étranger, ne pas rentrer tout de suite dans l'entreprise familiale, faire ses preuves, une forme de méritocratie. Ce qui a beaucoup changé, c'est une indépendance d'esprit des générations montantes qui ont peut-être un peu moins de patience et qui sont prêtes à rebattre les cartes un petit peu plus vite. Peut-être parce que le monde extérieur aussi, pour ceux qui sont les meilleurs, bien formés, leur offre des opportunités plus rapides, de gagner plus d'argent, de se faire une place dans la société, et qui fait que c'est peut-être un peu moins la génération précédente qui dicte ces conditions que la génération montante qui dit à quelles conditions elle serait prête à intégrer l'entreprise, alors la diriger ou avoir un poste de direction, mais même plus récemment en obtenir la propriété. Il y a probablement moins de volonté naturelle d'être actionnaire de ces entreprises familiales et a fortiori encore plus de les diriger. C'est un phénomène de société qui est aussi lié probablement avec l'arrivée des nouvelles technologies, ce qui peut-être ce passage à l'an 2000 ce serait peut-être un peu la date à laquelle on a commencé à avoir des tendances qui étaient un petit peu moins dynastiques peut-être dans la transmission des entreprises. Alors, si je comprends bien, il y a comme l'arrivée d'une génération qui est un peu plus demandante ou exigeante, qui semble avoir une idée de ce qu'elle veut, peut-être plus clairement aussi? Oui, elle a en tout cas une idée assez claire de ce qu'elle ne veut pas. C'est déjà pas mal. Et je crois qu'elle a probablement, encore une fois, une façon de penser, de réfléchir à son implication professionnelle, au temps qu'elle est prête à consacrer, sans pour autant sacrifier, comme les générations précédentes, qui ont aimé parfois répéter à l'envi à quel point elles travaillaient fort et à quel point elles avaient mérité tout ce qu'elles avaient finalement obtenu. Je crois que les générations montantes sont un peu moins attachées à ça. Elles sont assez sûres de ce qu'elles savent et elles ont envie de s'amuser dans ce qu'elles font. Tout en, bien évidemment, ayant une responsabilité aussi vis-à-vis de la société, de la communauté dans laquelle elles interagissent, etc. Mais sans que ça leur soit imposé. Je crois qu'il y a véritablement cette volonté que ce soit un choix personnel et qu'il soit un choix bien compris, y compris par la génération en place. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement un devoir que de reprendre l'entreprise familiale et de s'y impliquer.
il faut qu'il y ait quelque chose individuellement pour l'épanouissement personnel des frères et des sœurs, des cousins qui font partie de cette famille. Bon. Je veux vous amener à... J'ai entendu, en fait, tout récemment, si ce n'est pas aujourd'hui, quelqu'un me dire qu'il y a comme un renouveau pour les entreprises familiales. On dirait que c'est comme mieux accepté publiquement, socialement, de faire partie d'une entreprise familiale. Est-ce que vous avez eu cette même impression-là? Alors, d'abord, il faut dire que pour des questions qui sont liées au népotisme, à un manque de transparence, à des règles comptables qui étaient peut-être un peu moins, comment dirais-je, qui correspondaient moins à celles des entreprises cotées ou des entreprises publiques, pendant longtemps, les entreprises familiales ont été vues comme étant offrant peut-être un peu moins de fiabilité que les autres. Il a fallu plusieurs crises successives, en 2000, en 2008, pour que les acteurs de l'économie se rendent compte que la stabilité de nos économies reposait essentiellement sur les épaules assez solides, moins fragiles qu'on ne le disait, de ces entreprises familiales. Donc elles ont repris à cette occasion probablement une certaine forme de notoriété et de crédibilité. On a tendance à dire que une entreprise familiale, c'est capital with a face, c'est du capital mais avec un visage derrière et donc une responsabilité. Et aujourd'hui, les chiffres le démontrent, hein, les entreprises familiales sont les meilleures garantes probablement d'une économie juste, mais bien évidemment, elles ont leurs propres difficultés et qui souvent apparaissent au moment des transferts de génération. Mais il est certainement beaucoup plus facile de dire et d'avouer qu'on appartient à une entreprise familiale aujourd'hui que c'était le cas probablement avant les années 2000. Il y a certains pays néanmoins, et là il y a peut-être quelques bémols à apporter, il y a des pays où c'est encore, ça n'est pas encore très à la mode d'avouer ça, on préfère être un peu sous le radar. Vous m'amenez justement dans un registre qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment une si grande différence dans les entreprises familiales, dépendamment de quel pays ils sont d'origine? Alors, il n'y a pas fondamentalement de différence sur les objectifs. Je dirais que c'est plutôt en termes de maturité. Ça va plutôt être les générations qui vont faire des différences. Maintenant, il y a bien évidemment des cultures qui vont être des cultures qui vont gommer certaines fragilités de l'entreprise familiale ou au contraire qui vont aller les renforcer. On pourrait peut-être parmi les forces parler de l'Asie ou même de la Chine, où on va avoir un respect des anciens très important, un respect de la hiérarchie, etc., qui fait que tout le monde va attendre sa place, peut-être avec un peu plus de patience que dans nos sociétés occidentales. De la même manière, on va retrouver en Asie ou dans le sous-continent indien des entreprises et des gens qui veulent aller vite, qui sont des gens qui ont fait des succès entrepreneuriaux assez rapides, qui veulent avoir des générations mieux formées qu'ils ne l'étaient et qui veulent donner un empire ou une entreprise plus large à leurs enfants et vont donc les pousser dans l'arène très rapidement. Alors que nos sociétés occidentales ont tendance à les protéger, à penser qu'ils ne sont jamais tout à fait prêts. Ça, c'est vraiment des différences culturelles tout à fait majeures. Il n'est pas rare en Asie de penser qu'à 25 ans, votre jeune dispose de tout, de la formation, des valeurs, de tout ce qu'il faut pour être un bon dirigeant d'entreprise. En Europe,
ou en Amérique du Nord, à 45 ou 50 ans, on peut parfois imaginer qu'il n'est pas encore prêt. Oui, effectivement. C'est un peu la réalité qu'on retrouve, hein, effectivement. Euh, je vais vous amener encore, en essayant de vous projeter maintenant, au lieu vers le passé, vers le futur. Quelles sont les nouvelles tendances que vous voyez? Je sais que vous avez déjà animé des colloques en projetant en 2040, en 2050. Alors, c'est pour ça que je me permets de piger dans votre vision du futur. Bon. Écoutez, ce que je pense qui est important pour les entreprises familiales, c'est qu'elles ne se considèrent pas comme déconnectées de tout ce que sont les tendances de fond que l'on observe, les disruptions subséquentes, et que beaucoup de ces entreprises qui sont nées pour les plus anciennes à un moment où les transports n'étaient pas ce qu'ils étaient, où les commodities n'étaient pas ce qu'elles étaient, etc., vont bien évidemment avoir à revoir très fondamentalement leur business model. Et je crois que le grand défi et les grandes tendances, c'est de savoir écouter la génération montante pour qu'eux puissent alerter des entreprises qui sont en santé ou qui pensent être en santé aujourd'hui, pour, comme on a une courbe de vie de produit, dire il est vraisemblable que notre entreprise n'a pas d'avenir dans le secteur d'activité dans lequel elle est. Et de pouvoir avoir un horizon qui est de se dire que ferions-nous si dans 10 ans, si dans 20 ans, nous devrions avoir complètement disparu du marché qui nous a vu naître. Et ça, je crois que c'est une très forte tendance, et c'est en ça qu'il faut absolument faire de la place à nos plus jeunes très tôt, parce qu'ils sont beaucoup plus en prise avec ce que sont ces tendances fondamentales du marché. Même si on arrive à une époque où probablement la croissance ne sera plus ce qu'elle a été pendant les 30 Glorieuses, on a tendance accepter le fait que d'une croissance à 2 chiffres, on passe à une croissance à 2 ou 3 points. La réalité, c'est est-ce que l'entreprise familiale survivrait si la croissance devait être à 1,5 ? Et ça, je crois qu'il y a dans les nouveaux modèles des jeunes qui peuvent arriver avec, que ce soit, encore une fois, des modèles de low cost, que ce soit des modèles de sharing peut-être un petit peu plus larges, etc., qui sont susceptibles de révolutionner les entreprises familiales. Et je crois qu'il faut être prêt à ça, il faut dédier du temps à écouter et à intégrer ce que pourraient être ces modifications majeures. Un peu comme on pourrait dire qu'ils intègrent plus l'innovation, peut-être, qui va être importante aussi, dans la même ordre d'idée. Sans aucun doute, je crois que ça ira plus loin, c'est-à-dire que ça ne sera pas simplement de lancer une nouvelle ligne de produits, de faire de la R&D. Ça pourrait être de dire, nous avons un savoir-faire qui est un savoir-faire technique, comment pourrait-il être transposé vers une autre industrie ? Si on sait faire de la mécanique ou si on sait faire des HR, est-ce que c'est simplement encore une fois, dans notre sphère, dans un domaine que l'on possède bien ? Typiquement, si on vient d'une industrie automobile, est-ce que ce savoir-faire peut être appliqué peut-être à l'aérospatiale ? Je prends n'importe quel exemple. Mais il est probablement temps assez vite se remettre en question, ne serait-ce que parce qu'un très grand nombre d'entreprises familiales sont nées à une époque qui était encore industrielle, et que nos sociétés plus modernes sont passées d'un 80% industrie à un 80% service. Donc si vous êtes sur une entreprise née il y a 50 ans autour de l'industrie, il faut que vous vous mettiez à faire du service de toute façon. Intéressant, ça va être tout un défi pour la génération précédente aussi. C'est certainement un très très grand défi.
c'est un grand défi pour eux parce qu'il y a cette adaptation à ce monde qui va toujours un peu plus vite. Il y aura probablement eu plus de modifications transformatives fortes en une décennie qu'il y en a eu en un siècle précédent. Dans nos entreprises, nous fonctionnons probablement plus proche de ce que faisaient nos parents ou nos grands-parents, certainement de ce que feront nos enfants ou nos petits-enfants. Ça va très, très, très vite. Maintenant, si j'avais à vous demander de penser à peut-être 3 recommandations à donner à des familles en affaires qui nous écoutent, que diriez-vous? Des petites choses de base et probablement beaucoup entendues déjà, mais les entreprises familiales ne sont pas très très bonnes à communiquer. Elles ne sont pas bonnes communicantes. On a de gros tapis dans nos entreprises familiales et on aime beaucoup mettre la poussière en dessous. Donc la première des choses, c'est d'accepter d'être mortel. C'est aussi de se dire que probablement la plus belle réalisation que l'on puisse faire, c'est d'avoir porté une entreprise familiale de son vivant et de donner les rênes à des enfants, petits-enfants, cousins, etc., qui vont l'emmener plus loin. Mais pour ce faire, il faut savoir se mettre, il faut savoir quand vient le moment de prendre du champ et se dire si nous leur avons donné l'éducation qu'il faut, si nous leur avons donné le sens des valeurs, s'ils savent d'où ils viennent, alors ils ne trahiront pas l'idée du grand-père qui a démarré l'entreprise. Au contraire, probablement ils la fortifieront, mais ils ne peuvent pas le faire si s'ils sont dans notre ombre. Donc il faut absolument accepter d'être le chêne à l'heure de midi qui ne fait pas d'ombre parce qu'elle tombe sur lui et peut-être pas avant midi ou après midi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les entreprises familiales sont faites pour se réinventer. Et je crois qu'il faut véritablement que chaque propriétaire d'entreprise laisse à la génération d'après la possibilité d'intraprendre, de venir démarrer une greffe sur l'entreprise mère et de leur dire, au fond, notre entreprise est un endroit où vous allez pouvoir faire vos expériences. Si vous craignez, parce que le challenge est un petit peu lourd, venez faire vos expériences, venez lancer votre propre entreprise avec nous, votre seconde entreprise avec nous, et puis au moment où vous aurez démarré ça, vous déciderez. Peut-être que vous ne dirigerez jamais cette entreprise, mais vous en serez de toute façon probablement un jour actionnaire. Donc vous aurez appris à la découvrir et à l'aimer, mais nous, en tant que famille, en tant qu'entreprise familiale, nous vous aurons supporté dans ce qu'étaient vos aspirations personnelles propres. Et la troisième chose, c'est peut-être sur la caractéristique des entreprises familiales même. Elles sont reconnues pour une chose. Il y a une chose que probablement tout un chacun leur reconnaît, c'est d'avoir de la patience, d'avoir cet horizon de temps qu'aucun autre modèle économique n'offre aujourd'hui, où nous avons cet acharnement sur le court-termisme, et ce qui fait qu'on ne prend pas de bonnes décisions, on ne prend pas des bonnes décisions dans l'urgence. Et je crois que les entreprises familiales ont vraiment démontré qu'elles savaient gérer le temps. La deuxième chose qui est probablement un de leurs défis et quelque chose auquel j'encouragerais tous les propriétaires et leurs enfants à réfléchir, c'est qu'à un moment où probablement les sociétés deviennent de plus en plus individualistes, à un moment où les familles se recomposent et qu'il est donc plus compliqué, plus complexe de développer une entreprise familiale qui avait précédemment un modèle d'un père, d'une mère et de 2 enfants. Mais aujourd'hui, il y a des familles beaucoup plus larges, beaucoup de remariages, etc. Je pense que l'entreprise familiale, c'est le faire ensemble. Et que la deuxième démonstration que l'on peut faire après celle de la maîtrise du temps, c'est la maîtrise de la communauté. C'est la maîtrise on fait mieux à 2 générations ensemble qu'individuellement si on veut démarrer des entreprises sans s'entraider. Et que la
force ou l'ajout de deux bonnes volontés, de deux bons sens conjugués font de plus fortes entreprises et de plus fortes économies. Merci, mais avant de vous laisser aller, je vais vous poser une question sur, compte tenu de la fondation que vous dirigez, c'est quoi le rôle de l'éducation pour les familles en affaires, d'après vous? Alors l'éducation, c'est absolument clé. C'est absolument clé et on essaie, vous savez, les entrepreneurs, avec tous leurs bons côtés, ont parfois ce sentiment d'avoir un peu la science infuse parce qu'ils ont un instinct fantastique. Et tous les grands entrepreneurs sont de grands instinctifs qui ont fait de très belles réalisations. Mais l'instinct, ça s'entretient. Et l'éducation est là pour ça. Et je crois qu'il est absolument indispensable qu'au cours de la vie d'une entreprise, tous ses membres, et pas seulement son CEO, et pas seulement la relève et éventuelle, s'éduquent sur le pourquoi nous sommes une famille entrepreneuriale. Qu'est-ce que nous apportons à nos employés? Qu'est-ce que nous apportons à la communauté? Et en quoi notre modèle d'entreprise familiale offre plus de valeur? Et pour ce faire, il n'y a pas de choix que de continuer. Alors ça ne veut pas dire que tous les membres de la famille prennent un MBA et se prennent 6 mois de formation chaque année. Mais par contre, c'est quelque chose qui jalonne la vie tout au long de la carrière d'entrepreneur, entre guillemets. Et si l'on passe cet ADN entrepreneurial d'une génération à l'autre, c'est d'une part cet instinct, c'est ce bon sens, ce sont ces valeurs, mais c'est aussi de l'éducation, ce sont des modèles, c'est de la compétition et toutes des choses qui, bien évidemment, évoluent très très vite et pour lesquelles il y a besoin de remise à niveau constante. Merci beaucoup, M. Desrichaux. Je vous en prie, Madame Paré-Julien.